Jour 34, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la revue de la semaine, comme chaque week-end. On va voir ce qui s'est passé sur les graphiques, sur les marchés. Je vais d'abord commencer par faire un petit résumé de l'analyse fondamentale. Comme vous le savez, c'est mon petit péché, j'adore l'analyse fondamentale. Donc on va d'abord voir ce qui s'est passé d'un point de vue fondamental et l'impact que ça a sur les graphiques. On va aussi analyser deux positions que j'ai prises cette semaine. Je vais vous donner mon résultat pour la semaine, donc mon PNL en fin de semaine. Et bah, c'est à peu près tout, hein. On va essayer de faire une vidéo pas trop longue, parce que je sais qu'il est déjà tard, dimanche soir, et que demain, du coup, on rattaque avec le lundi, même si c'est une semaine pas trop chargée en annonce économique, mais quand même. Donc, tout de suite, on va aller sur les graphiques. Donc, comme vous le savez, je trade que l'euro-dollar, ouais, non, en fait, je trade que l'euro-dollar. Donc, cette semaine était un peu chaotique. D'un point de vue fondamental, on a eu les décisions de politique monétaire de la Fed et le gros rapport sur l'emploi aux États-Unis. Et en Europe, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les données du PIB de la zone euro pour le dernier trimestre de l'année 2023. Et on a eu les données d'inflation, les données flash du mois de janvier. Donc ça, c'est vraiment les données principales. Alors bien évidemment, il y en a eu bien plus que ça. Donc vous le voyez ici, ça c'est toutes les données principales. Enfin, pas principales du coup, mais toutes les données qui sont sorties cette semaine. Mais donc, dans ces données-là, ce qu'on veut faire, c'est filtrer quelles sont les données essentielles et quelles ont été celles qui ont eu un impact sur le prix. Donc vous le voyez, les deux barres verticales ici, je vais me mettre en grand écran, les deux barres verticales ici représentent la semaine. Donc la semaine a démarré ici en légère baisse sur l'euro et puis a terminé en forte baisse sur l'euro. Donc sur la semaine, au total, on a perdu à peu près 0,6%, donc 0,68% pour être exact. On a perdu 0,68% face au dollar, donc l'euro a perdu 0,68% face au dollar. On a démarré la semaine ici, on a terminé la semaine là. Ok. Et on est venu pendant la semaine toucher le niveau 1,08, pardon 1,09, et on a terminé en dessous du niveau 1,08. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est expliquer quelles sont les raisons derrière l'action des prix, pourquoi l'euro a d'abord évolué de manière un peu hésitante, sans direction claire, parce que si on regarde, honnêtement, voilà, si on regarde ici, l'euro se déprécie d'abord un peu, vient toucher le niveau psychologique 1,08, ensuite repart un peu à la hausse, repart à la baisse, repart à la hausse, clear les plus hauts ici, qui avaient été faits le vendredi de la semaine passée, puis vient clear les plus bas, qui ont été faits ici en début de semaine, puis vient de nouveau clear les plus hauts, et puis vient pas clear les plus bas, mais rejoint le plus bas. Donc pourquoi l'euro a évolué en ce que moi j'appelle un... Ah zut, j'ai oublié le nom. Parce que le problème, c'est que je le connais en anglais, mais pas en français. Mais en gros, c'est un modèle d'indécision. C'est dans le sens où, pas comme un triangle où le prix vient taper sur le haut et le bas, enfin, rebondit à l'intérieur d'une range qui ressemble à un triangle, mais c'est justement l'inverse. Je crois que c'est un widening pattern, mais en français, j'ai pas le mot. Mais donc, je vais vous montrer ça. Widening formation, ça ressemble à ça. Attendez, hop. Voilà, ça ressemble à ça, en fait. C'est justement ce modèle où au lieu d'avoir des prix qui se resserrent, donc dans un modèle en triangle comme ça, vous avez des prix qui swingent avec des swings de plus en plus larges. Et donc ce modèle-là, pour l'expliquer simplement, symbolise en fait une grande indécision du côté des investisseurs. Alors, indécision, pourquoi? Les indécisions, elles ne sont pas techniques, elles sont fondamentales. Et j'insiste là-dessus, même si la technique, donc l'analyse technique, nous donne toutes les informations dont on a besoin en temps réel. Pourquoi? Parce que les graphiques intègrent en fait l'analyse fondamentale dans les prix. L'analyse fondamentale nous dit quand même quelles sont ces indécisions. Et donc les indécisions qu'il y a en fait entre les investisseurs en ce moment, c'est, en tout cas pour l'euro-dollar, quand est-ce que la Fed va choisir de réduire ses taux d'intérêt. Et donc il y a beaucoup d'hésitation entre le mois de mars et le mois de mai. Certains disent la Fed baissera ses taux en mars, certains disent la Fed baissera ses taux en mai. La réalité, c'est qu'on ne sait pas. Il faudrait être en mars pour le savoir, mais en tout cas, les investisseurs tentent de deviner, de faire des paris par rapport à ça, et c'est ce qui fait notamment bouger le rendement à 10 ans. Si on observe le rendement à 10 ans, je le montre souvent, mais on voit que pour l'instant, il tourne beaucoup autour de 4%. Il est passé au-dessus de 4% au début du mois. Il est resté en range autour de ce niveau-là. Ensuite, il est remonté significativement au milieu du mois de janvier pour finir par repartir à la baisse à la fin du mois de janvier. Et là, début février, donc avec la décision de politique monétaire de la Fed et aussi surtout avec le rapport sur l'emploi qu'on a eu vendredi, on voit que les rendements sont repartis au-dessus du niveau, au-dessus de la barre symbolique des 4%. Mais donc l'impact que ça a eu sur l'euro-dollar, c'est que même si on a eu des grandes... comment dire, pas de direction claire, en tout cas pour cette partie-ci de la semaine, on voit que l'euro baisse, monte, baisse, monte, baisse. Sur la fin de semaine, on peut clairement observer une impulsion haussière qui a ensuite été suivie d'une impulsion baissière. Alors qu'est-ce qui explique tout ça?
Je ne vais pas parler du début de la semaine. Comme je vous l'ai dit en début de semaine, si on observe le calendrier, donc on a eu les PIB. Juste pour faire une petite remarque par rapport à ça, on voit que le PIB de la zone euro, donc c'est ici, Eurozone Prelim Flash GDP, est sorti à 0,0%. Donc en gros, est ressorti nul. La croissance a été nulle dans la zone euro au quatrième trimestre de 2023. Ce qui veut dire que la zone euro évite de justesse la récession technique. Une récession technique, c'est quoi? C'est quand une économie, un pays, un bloc monétaire, dans ce cas-ci, puisqu'on parle de la zone euro, enregistre 2 trimestres consécutifs de croissance négative, donc de PIB négatif. On avait eu moins 0,1% au troisième trimestre. Si on avait moins 0,1% au quatrième trimestre, on aurait techniquement été en récession. C'est pas le cas, puisque le PIB est remonté de justesse. Et alors pour le détail, on voit, enfin il n'y a pas le détail de tous les pays ici, mais je vous le dis, la zone euro a évité la récession parce que les pays du Sud, donc notamment l'Espagne, notamment l'Italie, qui est ici, l'Italie, et d'autres pays du Sud ont eu des impressions plus fortes que prévues au niveau de leur croissance, au niveau de leur PIB, ce qui a permis de compenser du coup la faiblesse économique de pays comme la France ou l'Allemagne. Vous le voyez ici, l'Allemagne qui est à moins 0,3% pour son quatrième trimestre et la France qui est à 0,0%. Donc on voit que du coup la France et l'Allemagne sont vraiment les poids lourds, pas positivement du coup, mais justement qui drainent l'économie de la zone euro en territoire négatif, ou en tout cas ici en territoire nul. Donc ça c'était la petite parenthèse. Mais donc c'était le début de la semaine, les investisseurs n'ont pas tant prêté attention à ces données-là, dans le sens où elle n'a pas eu un gros impact sur l'action des prix, parce que tous les investisseurs attendaient la décision de politique monétaire de la Fed, et c'était mercredi, ici mercredi soir à 20h, et ils attendaient aussi du coup le rapport sur l'emploi de vendredi, et éventuellement le PMI manufacturier d'ISM, mais surtout le rapport sur l'emploi de vendredi. Donc, je continue. On a eu d'autres données dans la semaine sur l'emploi aux États-Unis. Comme vous le savez, quand on a la fameuse semaine sur l'emploi, quand on parle de la semaine sur l'emploi ou la NFP Week, donc la semaine NFP. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo. Je vais essayer de vous la montrer. J'ai fait une vidéo récemment. Ici, analyser le rapport sur l'emploi. Franchement, c'est l'une des vidéos les plus complètes que j'ai faites en matière d'analyse fondamentale. Alors, elle est spécifique au rapport sur l'emploi, mais ça vaut vraiment la peine de la regarder parce que je donne énormément d'informations sur comment analyser le rapport sur l'emploi, qui est justement sorti vendredi. Donc, ce sera le bon moment et la bonne occasion pour la regarder. Je sais qu'elle est longue, mais comme d'habitude, ce que je vous mets, en fait, c'est les temps forts. Ok, donc ici vous voyez qu'est-ce que le rapport, enfin on va le regarder ici, je vous mets les temps forts, comme ça vous pouvez sauter de section à section pour aller directement à ce qui vous intéresse, parce qu'il y a des choses qui sont auxiliaires et puis il y a des choses qui sont principales. Par exemple, vous n'avez pas besoin de savoir, je sais pas moi, les deux enquêtes, genre qu'il y a deux enquêtes, on s'en fiche un peu. Vous pouvez même parfois, et c'est ça que j'aime bien faire dans mes vidéos, à la fin vous remarquerez qu'il y a toujours résumé et conclusion. Soit je les mets séparément, soit je les mets ensemble, mais si vous avez vraiment la flemme de regarder 30, 40, 50, parfois 1 heure de vidéo, vous sautez juste sur la dernière section, résumé et conclusion, et en quelques minutes je résume toute la vidéo. Et franchement, c'est un gain de temps énorme. Et si vous n'avez pas le temps de tout regarder et que vous n'avez pas envie d'avoir les détails, regardez ça. Bref, c'était un petit tip sur comment regarder mes vidéos correctement. Mais donc, pour en revenir à ce que je disais, lorsqu'on a la semaine sur l'emploi, durant la semaine, on a tout un tas de données secondaires qui sortent, qui sont publiées par d'autres cabinets que le BLS. BLS, c'est Bureau of Labor Statistics, donc c'est le rapport officiel sur l'emploi. Mais donc, on a par exemple les JOLTS, donc c'est l'enquête sur le Job Opening and Labor Turnover Survey, donc c'est une autre enquête sur l'emploi qui lag, donc il y a un retard d'1 mois d'ailleurs. On a aussi l'enquête d'ADP, donc c'est un cabinet aussi qui mène des enquêtes indépendamment du gouvernement. Mais donc, pour revenir à mon calendrier ici, donc on voit qu'on a eu les JOLTS, okay, donc ça nous donne en gros le nombre de créations d'emplois qu'il y a eu dans l'économie, en tout cas ici pour le mois de décembre. Donc on voit que le chiffre est supérieur aux attentes, il est à 9,03 millions par rapport aux 8,73 millions. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est une enquête qui est assez difficile à analyser ou à comprendre, mais disons simplement qu'ici on a un rapport solide sur l'emploi, mais qui après est contredit par l'enquête d'ADP, donc qui nous donne le nombre de créations d'emplois dans le secteur privé de l'économie américaine en janvier. Attention, ici c'est les chiffres de décembre, c'est les chiffres de janvier. Et on voit que l'économie a créé que 107 000 emplois. Donc c'est ce que j'ai noté ici. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par toutes mes notes, ici elles sont dans la description. Je crois que j'ai mis un truc genre lien vers mon calendrier de janvier. Je remettrai d'ailleurs pour dans la prochaine vidéo. Comme ça, vous avez encore celui-ci pour le mois de janvier. Mais dans la prochaine vidéo, je mettrai le lien vers le calendrier de février. Je ne l'ai pas encore fait parce qu'on vient de commencer le mois, mais je ferai un calendrier pour février. Mais donc voilà, le secteur privé a créé moins d'emplois que prévu.
etc. On a aussi eu le ECI, donc le Employment Cost Index, l'indice du coût de l'emploi, et on a eu aussi les informations sur la productivité ici, et les coûts du travail. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est pas, ok, qu'est-ce que chaque indicateur dit, c'est qu'on a eu pas mal de données sur l'emploi durant la semaine qui ont fait fluctuer les prix à la hausse et à la baisse sur l'euro, en fait, ce qui explique d'ailleurs toutes ces fluctuations dans tous les sens, parce qu'on a eu des données contradictoires. Mais la semaine a terminé avec le rapport officiel sur l'emploi qui explique cette énorme baisse de plus de 100 pips, genre littéralement 100 pips, c'est énorme, en quelques heures, quoi. Enfin bref, juste en une après-midi, parce qu'en réalité, le mouvement a démarré ici à 14 heures. Donc en juste 3 heures, on va dire, plus ou moins, le prix, donc l'euro, s'est déprécié d'une centaine de pips. C'est énorme, ok? Mais donc on va voir après pourquoi. Donc ça, j'en ai parlé. Dernière petite chose aussi, les données d'inflation en zone euro, c'est intéressant de le mentionner. Donc jeudi matin, le Eurostat, donc c'est l'organisme chargé des enquêtes sur des statistiques de la zone euro. Bref, l'Eurostat donc a publié les données d'inflation flash, donc c'est les données préliminaires, de l'inflation pour le mois de janvier pour la zone euro, et pour d'autres pays notamment. Mais du coup, ce qui nous intéresse, c'est pour la zone euro. On voit que l'inflation, du coup, a ralenti par rapport au mois précédent. Donc au mois précédent, l'inflation en zone euro, en décembre, était à 2,9%. Au mois de janvier, l'inflation est descendue à 2,8%. Donc elle ralentit. Même chose pour l'indice sous-jacent qui exclut les éléments volatiles comme les prix de l'énergie et les prix de l'alimentation. Elle a ralenti à 3,3% contre 3,4% précédemment. Cool. Mais on voit que les investisseurs, donc généralement on interroge un groupe d'économistes et d'analystes chez Reuters et du coup ils donnent un chiffre et ce chiffre c'est ce qu'on appelle le consensus. Mais donc, le consensus était de 2,7% et de 3,2% pour l'inflation sous-jacente. On voit que les données, donc je les ai mises en vert, sont sorties un peu plus élevées que prévu. Et donc, juste, voilà, parce que comme je l'ai dit, c'est pas la donnée principale de la semaine, mais j'aimerais juste préciser que suite à la publication, ok, donc c'était jeudi matin à 11h, donc c'était sur ce chandelier-ci, ok, jeudi matin à 11h, le fait que l'inflation ralentisse moins que prévu en zone euro a poussé les rendements européens, donc quand je dis les rendements européens, c'est les rendements allemands, vous en doutez, donc les rendements des bons du trésor allemand, enfin bref, a poussé les rendements allemands à la hausse, ce qui a légèrement soutenu l'euro à court terme. Petite précision. Ensuite, l'après-midi, et ça aussi c'est important de le dire, laissez-moi reprendre mon calendrier. L'après-midi, on a eu les inscriptions au chômage, ça vous le connaissez, c'est une data que vous voyez chaque semaine, c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage, ou formulé autrement les demandes d'allocation au chômage aux États-Unis. Et c'est une donnée donc hebdomadaire, donc c'est semaine après semaine. Donc c'est pas un month to month, c'est pas un year to year, c'est un week to week. Donc on a eu ces données-là, on a eu la productivité, les coûts du travail, et on a eu le PMI manufacturier. Okay. Alors pourquoi je vous parle de ces données? Parce que on voit que l'euro s'est apprécié jeudi. Et pour le dire simplement, la hausse de l'euro a commencé avec le ralentissement moins important que prévu de l'inflation en zone euro, qui a poussé les rendements allemands à la hausse et l'euro à la hausse. Ensuite, l'après-midi, ce qui a poussé vraiment cette grande hausse ici de l'euro, ça a vraiment été ici le PMI manufacturier. Alors, vous allez me dire, ok, cool, c'est un chiffre vert, mais le PMI reste en territoire de contraction, on est en dessous de la barre des 50. Oui, mais si vous regardez le PMI manufacturier de façon générale, il faut toujours avoir une vision d'ensemble et pas juste regarder les données d'un mois à l'autre. On voit que le PMI a non seulement marqué un plus haut qu'il n'avait plus atteint, donc 49,1. Ici, il y avait presque la même chose, mais ce niveau-là n'a plus été atteint depuis plus d'un an. Ok. La dernière fois qu'on a eu ce niveau-là, c'était en novembre. Donc non seulement les données ont marqué un plus haut niveau annuel, mais en plus, on voit du coup que le secteur manufacturier se redresse depuis 2 mois, donc 2 mois consécutifs de hausse, enfin de redressement, et qu'il vient frôler la barre des 50. Alors qu'on est censé être dans une économie américaine qui ralentit. Bref, en gros, c'est des données solides pour l'économie américaine, et surtout, c'est pas tant l'indice global qui est intéressant, c'est l'indice sous-jacent des prix. Donc je vous avais déjà montré dans une vidéo comment lire l'enquête du PMI manufacturier, donc je ne vais pas repasser sur les détails, mais simplement, donc, quand on va voir l'enquête, le tableau qui détaille les différents sous-indices, on voit que l'indice des prix a pris 7,7 points et est monté à 52,9, ce qui veut dire qu'au mois de janvier, les prix dans l'industrie manufacturière aux États-Unis ont accéléré. Et c'est pas bon, en tout cas c'est pas une bonne nouvelle pour la Fed qui essaye de ralentir l'inflation aux États-Unis. Donc pression inflationniste en plus dans l'économie américaine.
c'est pas bon pour la politique monétaire de la Fed qui devra probablement maintenir ses taux en territoire restrictif plus longtemps. En gros, c'est ça, bon, je l'ai vulgarisé un peu, mais c'est ça qui explique du coup la hausse de l'euro le jeudi. Voilà. Je ferai une parenthèse sur le mercredi après. J'en ai justement pas parlé ce mercredi parce qu'il y a quand même eu une solide action des prix, hein, une spike à la hausse et puis le prix est reparti à la baisse. J'en parlerai juste après parce qu'on va analyser les trades que j'ai pris. Mais donc ça c'est pour jeudi. Et puis vendredi, et je pense que j'ai même pas besoin de m'attarder là-dessus parce que si vous avez raté cette annonce, à mon avis c'est que vous tradez pas le dollar parce que c'était vraiment la grosse nouvelle. En tout cas c'était un bon gros choc. Donc le vendredi, on a eu le rapport officiel sur l'emploi. Et qu'est-ce qu'on a observé? On a observé, même moi, je crois que j'ai rigolé quand j'étais devant mes données, mais on a observé donc un nombre de créations d'emplois de 353 000 postes créés en du coup janvier. Donc si vous regardez le nombre, attendez, voilà, on n'a pas eu ce nombre-là, même chose depuis février. Et encore février, c'était surtout dû à un problème dans l'ajustement des données par rapport aux variations saisonnières, etc. Un problème de calcul. Et donc on n'a pas eu ce chiffre-là si on enlève le mois de février depuis août 2022. Et pour rappel, le marché du travail a besoin de ralentir pour que la Fed atteigne sa cible d'inflation. En tout cas dans la théorie. Enfin bref, donc on a eu un chiffre extrêmement élevé alors que tout le monde s'attendait à un ralentissement du marché du travail. On a eu la croissance des salaires, donc d'un mois sur l'autre, enfin le salaire horaire moyen à 0,6%, même chose, un chiffre énorme quand on compare au mois précédent. La dernière fois qu'on a eu ça, même chose, c'était il y a plus d'un an, en décembre 22. Donc une croissance énorme. Et surtout, bon là c'est pas mis sur Forex Factory, mais il me semble qu'en données annuelles, on est passé de 4,1% de croissance des salaires annuels à 4,5%, ce qui est énorme aussi. Et le taux de chômage est resté inchangé à 3,7%, mais si on regarde le détail des données, on voit que le nombre de personnes au chômage augmente légèrement, il me semble. Ah, quoique, attendez. Enfin bref, au pire, vous pouvez vérifier, mais retenez juste que le taux de chômage est resté stable. Dans tous les cas, en fait, les données ont complètement défié les attentes, parce que les attentes, vous les voyez ici, dans la colonne du milieu, on a complètement explosé ça, ce qui explique du coup la hausse du dollar et donc la baisse de l'euro. Pour le dire simplement, la Fed aimerait... Ou non, je vais le dire autrement. Vous savez quoi? Je vais même vous montrer une donnée. C'est encore mieux. Voilà. Quand vous allez dans les données d'actualité de TradingView, il y a un article que j'ai lu avant de faire la vidéo. Donc USA, encore trop tôt pour baisser les taux selon une gouverneure de la Fed. Donc c'est Bowman qui s'exprime, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est Bowman. J'avais déjà fait une vidéo sur les membres du FOMC. Je vous invite à aller la regarder si jamais vous ne savez pas qui est Bowman et quel est son rôle au sein de la Fed. Mais donc Bowman déclare... Donc elle met en garde contre les risques qui menacent la trajectoire des prix. C'est que le fait... Voilà. Elle a également mis en garde. Donc Michelle Bowman, le pétricien, du coup, c'est une membre de la Banque centrale américaine. Donc elle est notamment concernée, enfin c'est elle qui va notamment prendre les décisions de politique monétaire de la Fed, voilà, si jamais vous ne le savez pas. Mais donc, elle a mis en garde contre le risque que les tensions persistantes sur le marché du travail conduisent à une inflation persistante et élevée des services. Je ne vais pas réexpliquer, parce que je le fais dans beaucoup de vidéos, je ne vais pas réexpliquer la boucle salaire-prix et comment comment un marché du travail solide alimente l'inflation, mais disons simplement que lorsque les travailleurs demandent une augmentation de salaire, l'employeur, donc le patron, va reporter ces augmentations de salaire pour ne pas diminuer ses profits, pour ne pas ronger les profits de l'entreprise, va reporter ces augmentations de salaire sur les prix des produits ou services qu'il vend. Voilà. Si jamais vous n'avez pas compris, refaites play à cette phrase et essayez de la comprendre. Donc voilà. Mais donc, un marché du travail solide, ça veut dire une inflation persistante dans l'économie, parce qu'on reporte du coup ces augmentations de salaire sur le prix des biens et services dans l'économie. Ici, il est mis, et c'est important aussi, inflation persistante et élevée des services. Pourquoi? Parce que c'est pas tant le secteur manufacturier qui pose problème au niveau de l'inflation. De toute façon, on l'a vu, le secteur manufacturier aux États-Unis est en contraction depuis pas mal de temps. C'est le secteur des services qui est toujours chaud et qui est en territoire d'expansion. Et vous pouvez le voir avec les PMI des services du coup publié par ISM. C'est ici en fait, ISM. Mais quand vous allez dans le rapport sur les services, ici on voit qu'il est à 50,6% et que, je ne sais pas si j'ai les données, voilà, donc Service PMI History, Services, décembre, novembre, voilà, donc 50, 52, 51, 55, enfin bref, il est en territoire d'expansion depuis... Bref, c'est pas écrit ici, mais du coup, ah voilà, faut que ok, donc depuis 12 mois, le PMI est en territoire d'expansion.
Ok, mais donc on voit que le secteur des services a plus de mal à ralentir. Alors ça s'explique par des raisons économiques, forcément, parce que le secteur des services est moins touché par les variations de taux d'intérêt, tandis que le secteur manufacturier, comme c'est des grosses dépenses, imaginons que vous êtes une entreprise manufacturière, que vous voulez augmenter votre production, du coup vous allez être beaucoup plus touché par les taux d'intérêt pour faire croître votre business, alors que dans le secteur des services, pas nécessairement. C'est déjà l'une des raisons, mais simplement le secteur des services est moins sensible aux hausses de taux d'intérêt. Et puis aussi et surtout, les gens ont tendance à continuer à consommer des services, que ce soit des soins de santé, que ce soit bref, tous les services de l'économie. Je n'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit, mais les gens ont tendance à continuer à consommer des services, même quand l'économie ralentit ou quoi, de façon plus économique, si je peux le dire. Le secteur des services est moins cyclique, que le secteur manufacturier, est moins impacté par les variations de taux d'intérêt, de taux directeur de la Fed, que le secteur des services. Je me suis un peu embrouillé, mais j'espère que c'était clair. Donc, ça c'était pour la croissance des salaires. Donc du coup, la croissance des salaires, et simplement, en fait, c'est ce qu'elle explique ici. Cette solidité du marché du travail risque de mettre des tensions au niveau de l'offre et de la demande de travailleurs, mais aussi au niveau des salaires, et les salaires risquent du coup de promouvoir l'inflation, et particulièrement dans le secteur des services. Voilà, pour le dire simplement. Donc ça c'est une première chose, et puis au lieu aussi le taux de chômage qui reste à 3,7%, on est toujours à des plus bas, ça vous le savez sûrement, mais 3,7% c'est super bas comme taux de chômage, et généralement on s'attend à ce que le taux de chômage augmente lorsque l'économie ralentit. Mais bon, c'est pas le cas, et c'est bizarre, c'est pas ce que vous apprenez à l'école, ça c'est clair. Bref, alors, maintenant que je vous ai expliqué un peu ce qui s'est passé cette semaine, on va aller voir les trades que j'ai pris, les raisons pour lesquelles je l'ai prise. J'ai pris un mauvais trade, j'ai pris un bon trade. Et donc on va regarder ça tout de suite. Donc je vais me mettre sur 1 heure, ce graphique-ci c'est sur 1 heure. Alors, déjà de base, il faut savoir que mon idée pour la semaine c'était de la vente. Je l'ai noté... attendez, voilà, je l'ai noté ici. Donc on voit ça, c'est mes projections économiques pour la semaine à chaque fois. Mais on voit que mon billet était baissier toute la semaine. Donc là, au début de semaine, j'étais baissier en mode vers un 0,740. Bon, c'était un peu agressif comme billet baissier. Sur la fin de semaine, j'ai réajusté mon billet baissier pour aller vers un 0,8. Mais dans l'ensemble, mon billet global était pour une poursuite du retracement de la grande structure que vous voyez ici. Donc cette grande structure jusqu'à 1,0740, autrement dit jusqu'au précédent plus bas. Ça c'est mon billet global, pour les raisons fondamentales bien évidemment, et puis les raisons techniques pour le niveau de prix. Mais donc une fois que j'ai ce billet en tête, je cherchais de la vente sur la semaine. Ça c'est clair, je cherchais de la vente sur la semaine. Alors on voit que la première entrée que j'ai prise était mauvaise, trop tôt, que le billet en lui-même était correct, mais et c'est ça le problème, et je vais faire une mini parenthèse avec sur l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse fondamentale te donnera la direction du prix, mais elle ne te donnera pas les points d'entrée et de sortie. D'où l'importance de l'analyse technique et d'avoir une bonne analyse technique. J'avoue, l'analyse technique n'est pas mon point fort. L'analyse fondamentale est mon point fort. Mais souvent, il y a ce mismatch entre mon analyse fondamentale et technique. J'ai la direction qui est correcte, mais j'entre trop tôt ou trop tard ou au mauvais endroit sur les marchés, ce qui fait que je me prends une perte. Mais donc, la position que vous voyez ici, je l'avais initiée. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, ok, on est dans une tendance 1 heure baissière, on est dans une tendance globale baissière, et autrement dit, pour moi, mon haut était ici, et mon bas était ici. Je vois ce mouvement-ci, j'ai un nouveau haut, j'ai un nouveau bas, et donc je me suis dit, ok, le prix a retracé, je ne sais plus combien de pourcents, enfin bref, on s'en fiche, arrive dans une zone d'intérêt, j'ai envie de short. Et c'est là où j'insiste. Alors, certaines personnes vont donner des justifications techniques en mode « t'aurais pas dû entrer là parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça ». Comme je vous l'ai dit, je mets plus l'accent sur l'analyse fondamentale. Mon erreur ici, ça a été d'entrer juste avant 2 annonces économiques importantes qui, pour le coup, ont surpris à la baisse et ont propulsé l'euro à la hausse vers son précédent plus haut 1 heure. Je m'explique. Je suis entré ici à 13h, ou plus ou moins à 13h. J'ai pas l'heure exacte, mais je suis entré à 13h, avec un stop placé au-dessus de ce niveau-là. L'erreur, ça a été de me positionner juste avant, et on va regarder le calendrier, juste avant le rapport d'ADP, qui est ici, juste avant le rapport d'ADP et l'Employment Cost Index. Les 2 rapports sont sortis inférieurs aux attentes et sont donc bullish pour l'euro, ou bearish pour le dollar.
Pourquoi? Parce que celui-ci signale un ralentissement de la masse salariale aux États-Unis, donc c'est pas bon, enfin pas bon, c'est baissier pour le dollar, et celui-ci signale une diminution plus importante que prévu du ECI, donc de l'indice du coût de l'emploi aux États-Unis. En gros, le coût de l'emploi, le coût du travail diminue, c'est une bonne chose, ça diminue les pressions salariales, comme on l'avait vu ici, notamment dans le secteur des services, mais simplement ça diminue les pressions salariales, ici voilà. Les tensions persistantes, mais du coup là c'est l'inverse justement. Les tensions diminuent sur le marché du travail, ce qui conduit à du coup une baisse de l'inflation à cause de la boucle salaire-prix. Bref. Donc mauvaise idée en fait simplement d'entrer. En fait simplement si j'avais attendu 1 heure de plus et que j'avais regardé les données à 14 heures, j'aurais clairement dit non, j'entre pas maintenant, c'est trop tôt. Le prix va probablement se réapprécier davantage pour venir titiller les plus hauts, venir chercher un tout petit peu de liquidité. On voit qu'il a spike juste au-dessus du précédent plus haut et ensuite seulement entamer son mouvement. Et là aussi c'est important de le dire, pourquoi l'euro a baissé après? Parce que le billet de base est toujours baissier. Les gens anticipaient une politique relativement restrictive, donc en gros que Powell le mercredi soir, donc ici à 20h, c'est ce chandelier-ci, repousse les anticipations des investisseurs en matière de baisse de taux. Et donc c'est clairement bearish, donc c'est clairement baissier pour l'euro. Donc ça c'était entre guillemets simple et évident. Mon erreur ici, ça a été d'entrer beaucoup trop tôt. Alors encore une fois, certaines personnes vont donner des raisons techniques en mode t'aurais pas dû entrer là parce que si, parce que ça. C'est tout autant valable. Honnêtement, il n'y a pas de bonne approche au trading, je pense. Simplement, ce que j'aime souvent dire, c'est la vérité, c'est ce qui marche. La vérité, c'est ce qui fonctionne. Si ça fonctionne pour toi, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, peut-être changer de méthode. Pour ma part, je me donne souvent des raisons fondamentales derrière l'action des prix, mais certaines personnes vont dire fallait pas entrer là parce que je sais pas, X ou Y raison, le prix devait continuer à monter avant de partir à la baisse, blablabla. Mais l'idée générale, c'est juste de se dire que cette impulsion ici d'à peu près 50 pips a été initiée. Où est mon calendrier? Par ces données-là, qui étaient clairement bullish pour l'euro. Mais clairement, sans hésitation. Et souvent, l'ADP provoque un mouvement de prix de 20, 30, 40, 50 pips. Quand il dévie par rapport aux attentes du consensus. Donc ça, c'est ce qui a été initié. Une bonne position aurait été prise ici. Voyant que le prix se déprécie, voyant qu'il atteint une zone d'intérêt intéressante, un niveau clé, ok, et en anticipation, du coup, comme je vous l'ai dit, de la politique restrictive de la Fed. Et mini parenthèse là-dessus d'ailleurs, je parle souvent du FOMO dans mes vidéos, mais le problème c'est que la position que j'ai prise ici découle probablement de la peur de manquer une opportunité. Je suis entré trop tôt sur les marchés, probablement parce que j'avais peur que le prix parte sans moi. Le problème, et c'est littéralement ce que j'explique dans ma vidéo sur le FOMO, la toute première que j'ai fait, qui s'appelle la peur de manquer une opportunité, c'est que j'ouvre une première position. Puis en plus, je l'ai vraiment expliqué. Attendez, il faut que je vous montre ça, attendez, on va aller regarder. Tchac. Attendez. Donc la vidéo s'appelle la peur de manquer une opportunité. Ça me fait vraiment rire parce que je fais les erreurs que je dis qu'il ne faut pas faire. Attendez, surmonter, voilà, ici, pause, coupe le son. Alors, tchac. Voilà, littéralement. J'expliquais ici dans la vidéo que tu vas vouloir prendre une position trop tôt, tu vas te faire stop out, et quand le marché t'envoie un signal, qui est ici ce que j'avais entouré en rond, tu vas pas prendre la position. Et ensuite, du coup, quand le marché est parti sans toi, tu vas réouvrir une position parce que tu te dis mince, j'ai manqué l'opportunité, et du coup, tu vas te faire stop out parce que tu es entré trop tard et que tu es entré au mauvais niveau. Bref, je vous invite à aller regarder la vidéo. En vrai, je suis quand même assez fier de cette vidéo. Elle est très longue, mais j'ai compris pas mal de choses et je les explique dans cette vidéo. Mais comprendre n'est pas appliquer. Et je dois encore implémenter tout ce que j'explique dans mes vidéos parce que c'est difficile. Entre la théorie et la pratique, il y a un monde de différence. Mais donc, pour revenir ici, mon erreur, ça a été, ok, je me fais stop out. Cool. J'étais toujours dans ma gestion des risques, etc. Donc, je veux dire, je pouvais re-entrer sur les marchés. Pourtant, quand le prix est arrivé là, c'est comme si je savais au fond de moi que je devais entrer, mais il y a un truc qui me retenait d'appuyer sur le bouton. J'étais là devant mes graphiques, à voir le prix qui diminuait. J'étais là, mais je sais que je dois entrer, mais il y a un truc qui me retenait de le faire. Et c'était justement le fait que je venais d'encaisser une perte. Et alors là où j'avais peur de manquer une opportunité, à ce moment-là, j'avais peur de me tromper et de perdre de l'argent. Enfin bref, c'est pas une vidéo sur la psychologie de trading, mais quand je vois ça objectivement avec du recul et en fin de semaine, je me dis mais punaise, pourquoi j'ai fait ça? Genre j'aurais pu juste avoir un gagnant en plus. Au final, bon, ma semaine, j'ai terminé dans le vert, ok, c'est cool. Je veux dire, c'était une bonne semaine de trading pour moi, mais je me dis quand même, allez quoi, c'est con, c'est juste con. Quand tu vois ça avec du recul. Bref, mais donc ici, donc l'entrée idéale, ça aurait été une position à ce niveau-là, donc en milieu d'après-midi, après l'ouverture de la session de New York qui ouvre à 15h30, et en anticipation du coup d'une politique monétaire restrictive de la Fed. Donc ce qui vous aurait permis de profiter de ce beau mouvement à la baisse, d'aller chercher le niveau psychologique 1,08 qui est ici, plus ou moins.
d'aller chercher le niveau psychologique 1,08, donc qui aurait été atteint en fin de journée à 21h, juste après la conférence ou même pendant la conférence de presse de Powell. Et puis après vous fermez votre position, etc. Une autre position d'achat aurait pu être initiée ici. Pourquoi? Parce que le prix, après s'être déprécié énormément, a laissé une grande zone de déséquilibre derrière lui. Et comme je l'ai dit, les données qui sont sorties par la suite, donc c'était jeudi, on a eu du coup un ralentissement moins important que prévu du CPI, mais on a aussi eu les inscriptions au chômage qui ont marqué un plus haut, et on a eu la productivité, les coûts du travail et le PMI manufacturier. Donc toutes ces choses-là, sauf la productivité et les coûts du travail, mais le PMI manufacturier, c'est surtout ça que les gens ont regardé. Et la donnée était très forte, comme j'ai expliqué tantôt, ont permis à l'euro de remonter. Alors je vous avoue, je m'attendais à une hausse, et j'ai pas pris cette position parce qu'encore une fois, mon biais était baissier. Ça m'intéressait pas d'aller chercher de l'achat à contre-courant, je voulais vraiment aller dans le sens de la tendance et juste short, ok. Cette position, je l'ai pas eu, tant pis, je l'ai raté. J'attendais, donc là, j'ai observé tout ça et ce mouvement-ci et la possibilité d'acheter, mais j'attendais de voir où est-ce que le prix allait s'arrêter pour short, ok. Donc le prix s'est arrêté ici, j'ai short à ce moment-là, je vais expliquer juste après. Mais honnêtement, je m'attendais pas à ce que le prix remonte autant. Genre, je m'attendais à ce qu'il s'arrête, je sais pas moi, dans ces eaux-là. Je m'attendais pas à ce que le prix remonte autant avant de se déprécier avec le rapport sur l'emploi. J'anticipais, et d'ailleurs vous pouvez voir mes anciennes vidéos, à la fin de la vidéo sur le comment analyser le rapport sur l'emploi, donc c'est celle que j'ai sortie il y a 2 jours, j'explique justement que j'anticipais un rapport solide sur l'emploi et un retour de l'euro vers 1,08. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais honnêtement, au moment où j'ai fait la vidéo, le prix n'était pas encore là et je ne m'attendais pas à ce que le prix remonte autant. Mais bref, donc, tout ça pour dire en gros que ça aurait du coup été intéressant d'acheter à ce moment-là. Parce que comme je l'ai dit, je ne cherchais pas à trader contre la tendance. Mais si j'avais su, mais bon, on ne peut jamais savoir à l'avance, mais si j'avais su que le prix serait à remonter jusqu'au précédent plus haut pour faire un triple top et puis baisser, ça aurait été intéressant. Et encore une opportunité en plus. Genre littéralement, ce qui aurait pu être sympa cette semaine, c'est genre de choper ici la première impulsion à la baisse, de choper la deuxième impulsion à la baisse et la troisième à la baisse. Là, je crois que j'aurais eu une golden week, ça aurait été génial. Mais bref, dernier trade. Mais j'ai pas besoin de plus l'expliquer que ça parce que je vous ai donné suffisamment d'explications dans cette vidéo. Mais du coup, j'ai short l'euro en anticipation d'un rapport sur l'emploi solide. Un peu de temps avant la publication. Donc en gros, j'ai simplement attendu que le prix imprime un ciel couvert ici dans cette zone d'offre au précédent plus haut de 1 heure. Donc en gros, on a un triple top ou appelez ça des niveaux de résistance. Peut-être que certaines personnes ont long, je sais pas. Je vois pas pourquoi des gens auraient acheté à ce niveau-là. Parce que même si le rapport allait être faible, l'euro serait pas parti à la hausse d'un coup. Il aurait peut-être spike à la baisse puis partir à la hausse. Enfin bref. Et puis aussi parce qu'on avait cette grande zone de déséquilibre en fait, qui devait être comblée. Enfin bref, j'essaie de garder la vidéo assez simple, c'est pas une vidéo sur l'analyse technique, mais en tout cas la raison fondamentale derrière mon short était clairement que j'anticipais un rapport sur l'emploi solide. Et je l'explique dans la vidéo sur le rapport sur l'emploi justement. Si jamais vous voulez savoir pourquoi j'anticipe un rapport sur l'emploi solide, ou plutôt comment je peux anticiper des données alors qu'elles sont même pas sorties et du coup prévoir un trade en fonction de ça. A l'inverse, le rapport aurait très bien pu être faible, je me serais juste fait sortir mais c'est pas grave. Là, en fait l'idée ici c'est dans le cas où le rapport est solide, et les probabilités qu'il le soit étaient plus fortes que du coup les probabilités qu'il ne le soit pas. Mais dans le cas où le rapport est solide, boum, je profite du trade et ça fait argent rapide et argent facile. Mais bref, du coup, donc j'ai pris cette position-là. Ça m'a pas rapporté beaucoup parce que comme vous le savez, je suis en période de drawdown et du coup j'ai dû diminuer mon risque. Ça veut dire que par trade, là où la plupart des personnes risquent genre 1%, parfois plus, je risque que 0,25% par trade. Donc forcément mon profit est pas hyper... si genre ici, sur 20 pips de perte, tu te prends moins 0,25%, ben, ici sur un risk to reward de 4, tu te prends peut-être 0,75 ou 1% de profit. C'est pas beaucoup, mais en tout cas, ça me permet de remonter doucement ma période de drawdown. D'ailleurs, ma courbe commence à être belle. Je vais voir si j'ai une image, je vais essayer de vous le montrer. Ma courbe commence à être sympa. Mais du coup, pour vous le dire, maintenant mon PNL il est à moins 0,6%. Je le disais dans la dernière vidéo, mais donc je suis à moins 0,6%, bientôt à 0,0% du coup. Ça me tue parce que pour beaucoup ils sont là en mode mais c'est nul, mais genre je suis hyper content de ça parce que ça fait tellement longtemps que je suis en période de drawdown que juste remonter mon compte à mon capital de départ ça me ferait tellement du bien et puis surtout je pourrais reprendre mon risque de base. Bref, donc ici c'est ma courbe de croissance, vous voyez que j'étais en gros drawdown, de toute façon j'explique tout ça dans ma vidéo sur la revue du mois, mais ici du coup ça fait 3 semaines du coup que je remonte, donc la semaine dernière positif, semaine encore avant positif et cette semaine-ci positif, donc je remonte les semaines, je suis dans le vert et je suis content, genre vraiment je suis vraiment content. Et bah, c'est à peu près tout pour la semaine. Bon alors, on pourrait parler de plein d'autres choses. Pour terminer la vidéo, j'aimerais juste vous dire comment je fais ma revue de la semaine en général. Donc la première chose que je fais, c'est, et je vais vous le montrer ici, voilà. La première chose que je fais, après que j'ai eu, ça je le fais au jour le jour. Donc lundi, mardi, bon j'étais pas là, mercredi, jeudi, vendredi. Donc je fais vraiment
ma revue, pardon, ma prévision économique pour la journée, je note aussi ce qui s'est passé dans la journée, j'ai mon billet que j'ajuste chaque jour, etc. Ok, donc ça c'est pour mes données, je fais une mini-analyse technique, etc. En fin de journée, je fais aussi un récapitulatif des marchés. Mais donc avec toutes ces données-là, et puis j'ai un peu mis des choses au fluo, etc. Avec toutes ces données-là, ça me permet d'écrire ensuite une revue globale, j'essaie de garder ça assez court, de ce qui s'est passé cette semaine. Tout ce qui est écrit là, en vrai si vous voulez vous faites pause à la vidéo, vous pouvez lire, mais c'est un peu ce que j'ai résumé dans la vidéo. Ok, et puis je fais une mini-analyse technique, mais honnêtement... Elle n'est pas toujours terrible. Ces analyses-là, je les fais vite fait parce que c'est pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment d'un point de vue fondamental. Comment est-ce que mon billet change ou ne change pas pour la semaine à venir. Et puis alors, je mets une capture d'écran, etc. Et puis alors après, je mets mon résultat net pour la semaine. Je ne l'ai pas mis à jour, je précise. J'ai pas fait plus 0,0. De tête, j'ai fait plus... J'ai commencé la semaine à moins 1,7, je crois, moins 1,6. Et j'ai terminé à 0,6. Donc j'ai fait à peu près 1% de profit, je crois. Un peu moins. Mais bref. Donc après, du coup, une fois que j'ai fait toute cette revue fondamentale, donc je commence toujours par ça, analyse fondamentale, donc qu'est-ce qui s'est passé sur les calendriers cette semaine, qu'est-ce qui est à l'origine des mouvements de prix, c'est vraiment la question que je vais me poser. Et à la fin de cette revue fondamentale, je vais aussi me poser la question, comment est-ce que ça change mon biais fondamental à court, moyen, long terme. Donc par exemple, en début de semaine, je pensais que l'euro allait entamer enfin non du coup, mais en tout cas plutôt sur cette fin de semaine passée, je pensais que l'euro allait entamer un rebond haussier, qui allait être initié par des données faibles aux États-Unis, notamment dans les données PMI, mais aussi peut-être sur le rapport sur l'emploi. C'est pas ce qu'on a observé, et du coup là, mon billet commence à être plus en faveur de la poursuite du retracement de la grande structure 4 heures, et donc j'anticipe un retour de l'euro sous le niveau 1,08. En gros, c'est trop tôt pour que l'euro rebondisse à la hausse. Ça, c'est mon billet. Mais donc, à la fin de la semaine, je me dis, ok, par rapport aux données qu'on a eues cette semaine, comment est-ce que mon billet change ? Est-ce que je dois le mettre à jour? Est-ce que là où j'anticipais un rebond haussier de l'euro, maintenant j'anticipe autre chose? Oui, non, et puis je le note. Donc ça, c'est ce que je fais aussi là-dedans. Et puis donc, je note mon résultat net, je mets une image du coup à nouveau des graphiques, mais pas comme ça. Je mets, enfin ouais, ici vous le voyez pas, mais souvent ce que j'aime faire, c'est mettre des petites flèches rouges ou vertes sur les positions idéales que j'aurais dû prendre selon ma stratégie. Donc vous voyez ici, il y en a. Et alors par rapport à ça, je compare. Donc en gros, après avoir fait mon analyse fondamentale, je fais du backtesting. Et donc je regarde, ok, selon ma stratégie, j'aurais dû prendre une position là, là, là. Et je fais en barre replay sur TradingView, j'aurais dû prendre une position là, là, là. Ensuite, je les mets en évidence et je compare, en gros, mes résultats à mes résultats idéaux selon ma stratégie. Mes résultats idéaux, bref. Et je tire tout un tas de conclusions. Je ne l'ai pas fait ici, forcément, parce que je voulais, comme j'avais les idées fondamentales en tête, je voulais faire la vidéo d'abord, mais je vais le faire juste après. Je compare les deux et je me dis, ok, j'ai pris telle position, mais en fait j'aurais dû prendre ça. Ou alors au contraire, oh, j'ai bien si cette position selon ma stratégie, blablabla. Et je fais la comparaison. C'est beaucoup moins technique ici et beaucoup plus, on va dire, psychologique. C'est, ah tiens, j'ai pris un mauvais trade, pourquoi est-ce que je l'ai pris? C'est ce que je vous ai expliqué sur la fin de la vidéo en fait. Par exemple, là je peux dire, ah j'ai fait preuve de FOMO sur ma première position, pourquoi? Quelles étaient les raisons de ce trade, etc. Et je réétudie tout ça. Une fois que j'ai fait tout ça, je tire des conclusions. J'aime bien aussi mettre en place des leçons en mode quelles sont les leçons de la semaine, qu'est-ce que je peux améliorer la semaine suivante, qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer mon trading la semaine suivante. Et puis alors après ça, j'écris des remarques sur ma vie personnelle. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que votre vie personnelle va impacter votre trading. Par exemple ici, bête exemple, hein, mais ici j'étais pas là. Bah, si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas trader. Mais qu'est-ce que je faisais, etc. Je peux le noter. Bon, du coup j'avais une obligation, mais imaginons qu'un jour vous n'êtes pas là, sans raison. Vous avez juste la flemme, bah, ça peut être intéressant de le noter, et puis après de rajouter un commentaire du genre bah, c'est pas sérieux, c'est pas comme ça que je vais réussir mes objectifs, etc. Mais donc quelques remarques sur ma vie personnelle, en dehors du trading, mais qui impactent mon trading. Et alors c'est tout l'aspect développement personnel, etc. J'en parle parfois dans les vidéos, mais j'aime bien aussi du coup me développer personnellement, même si c'est un mot un peu valise et un peu bateau, c'est quelque chose que je considère comme très important et qui me tient énormément à cœur et que je fais en parallèle à mon trading. Et souvent je mets mes progrès là-dedans. Je les écris là et je fais aussi des plans pour les semaines à venir, les mois à venir, etc. Et alors dernière chose aussi, mais je le fais un peu en parallèle à tout ça, c'est que ici les trades, je vais les revoir un à un. Donc quand j'ouvre une position, ok, attendez, ça charge. Donc je note tout un tas de choses, quel est mon biais fondamental, quel est mon biais technique, entrée, confirmation, les paramètres, le risque en temps réel que je mets à jour au fur et à mesure que je déplace mon stop et prends des profits. Je note aussi des commentaires, etc. Un screen du setup à l'entrée, la revue de la... Et voilà, ici. Ah oui, non, pardon, quand je ferme la position, donc la raison pour laquelle je l'ai fermée, est-ce que j'ai fait une erreur, etc. Et puis je fais une revue de la position. Donc je note en gros non, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Je note des leçons, etc., etc. Et donc...
ça aussi, c'est très important parce que revoir la semaine de trading, c'est bien. Mais si tu vas pas revoir une à une tes positions après avoir fait ton backtesting en les comparant aux positions idéales et aux positions que tu as prises, tu vas jamais progresser. Ok? Mais donc voilà, c'est à peu près tout, je crois. D'ailleurs, c'est bien de terminer par cette image-là parce que vous voyez que j'étais vraiment dans un solide drawdown. Genre 8 pertes d'affilée. Ah, ça fait mal à l'ego. Hein. 8 pertes d'affilée pour la première quinzaine de janvier. Et là, du coup, 3 semaines où je termine dans le vert, ça fait plaisir. Mais donc voilà, on va finir là-dessus. Hein. On va finir là-dessus. C'était une petite vidéo. Enfin, la vidéo est longue, mais je veux dire petite vidéo au sens figuré. De ma revue de la semaine. Demain, je ne sais pas du tout sur quoi on fera la vidéo. Mais je pense, petit indice, que le Discord va sortir très bientôt. Peut-être demain. Bref, j'espère qu'en tout cas il vous plaira parce que j'ai mis quand même pas mal de temps à le configurer parce que je connais rien à Discord. Tout simplement. C'est pas parce que c'est un truc de fou, j'y connais juste rien à Discord donc j'ai galéré à configurer le truc. Mais à mon avis, la vidéo de demain sera à ce sujet-là. Je vais mettre le Discord en ligne comme ça on peut se connecter ensemble et discuter. Et puis bien sur ce, je vous dis à demain. Une bonne soirée pour ceux qui sont aussi en fin de dimanche soir ou bien une bonne journée pour ceux qui viennent de se réveiller. Bref, à demain dans la prochaine vidéo.